Good day, everyone. My name is Martin Lowry. I am the United States representative to the International Cooperative Alliance, and I'm also the chair of the committee that is responsible for Bonjour, je suis Martin Lowry. Je suis en charge du comité sur l'identité coopérative. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter les résultats d'une enquête globale très intéressante qui portait sur l'identité coopérative. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous voulons veiller à ce que vous ayez la possibilité de choisir la langue que vous souhaitez. Donc, vous avez la possibilité de suivre la réunion en différentes langues, à savoir l'anglais, le japonais, le français et l'espagnol. N'hésitez pas, vous cliquez sur le petit globe interprétation et vous pouvez sélectionner la langue que vous souhaitez. Les interprètes de langue francophone vous souhaitent d'ailleurs la bienvenue. Vous le verrez également en bas de votre écran, vous avez un bouton questions-réponses, Q et R. N'hésitez pas à utiliser ce bouton pour poser vos questions. Nous y jetterons un œil tout au long de la session et nous aurons une session de questions-réponses à la fin de notre webinaire. Alors, quelques informations de contexte. Je suis persuadé que la plupart d'entre vous sont déjà conscients de tout cela, mais en 1995, un congrès très important a eu lieu à Manchester, au Royaume-Uni. Et la déclaration sur l'identité coopérative a été approuvée par l'Assemblée générale. Elle inclut une définition des coopératives, de leurs valeurs et de leurs principes. Les valeurs, comme vous le savez, sont des valeurs coopératives qui sont uniques, ainsi que des valeurs éthiques. Cela a formé la base de notre approche qui nous a permis de nous définir en tant que coopérative dans le monde. Alors, on connaît les principes de Rockdale, mais pendant des années, nous avons travaillé à l'actualisation de ces valeurs et principes. Et nous continuons de le faire depuis 1995. Nous avons eu un congrès en Corée, à Séoul, qui a visé à ouvrir le dialogue sur l'importance et la signification de l'identité coopérative. Si vous y avez participé, vous saurez que beaucoup de matière a été présentée au cours de ce congrès. Différents aspects ont été abordés. On s'est intéressé à l'identité coopérative, ses aspects, ses relations dans le monde. Par rapport à la paix, par exemple, ou à l'économie numérique, entre autres. Voilà donc le point de départ, entre guillemets, du travail que nous menons actuellement sur l'identité coopérative. Les consultations dont je vous parle avaient plusieurs objectifs. Tout d'abord, elle visait à déterminer si la déclaration sur l'identité coopérative était toujours adaptée. Est-ce qu'elle répond à nos besoins actuels? Nous voulions également renforcer notre compréhension de l'identité coopérative et améliorer sa valeur stratégique pour les coopératives. Par ailleurs, nous voulions déterminer des mesures, des actions que l'ACI pourrait prendre pour remettre au goût du jour, approfondir et protéger l'identité coopérative. Et en tant que responsable du comité sur l'identité coopérative, j'aimerais remercier les membres de l'Assemblée, du comité, du conseil d'administration pour le travail accompli jusqu'à présent et le travail qui se poursuivra dans les mois à venir. En tant que membre du conseil d'administration, en tant que responsable de ce comité sur l'identité coopérative, sachez que rien de tout cela ne serait possible sans vous. Et que sans vous, il serait impossible de remettre au goût du jour, d'approfondir et de protéger l'identité coopérative.
On a vraiment besoin de vous et de vos contributions pour prendre les bonnes décisions pour l'avenir. Et enfin, dernier objectif, stimuler les coopératives à prendre des mesures cohérentes par rapport à notre identité coopérative afin de relever les défis rencontrés dans le monde d'aujourd'hui. C'est une tâche gigantesque, dantesque. Et je suis persuadé que les coopératives ensemble peuvent aider à résoudre les problèmes que nous rencontrons actuellement à travers le monde. Et pour ce faire, nous devons travailler ensemble, échanger, réfléchir ensemble, notamment renforcer le principe numéro 6, coopération entre coopératives. Voilà, pas mal de pain sur la planche dans le cadre de ce processus de consultation et cette enquête est la prochaine étape, était la prochaine étape dans ce processus très important. So the consultation includes the work that was done in the Congress, the survey that we'll be talking about today. By the way, let me make sure our expectations are. Alors, nous avons eu différentes activités liées à l'identité coopérative. On a eu notre 33e congrès coopératif mondial, on a l'enquête. Une enquête très complète. Vous allez le voir, on entre dans le détail. Nous allons vous la présenter brièvement aujourd'hui. Nous souhaiterions avoir vos contributions, vos commentaires et les commentaires des panélistes pour savoir ce que cela signifie pour notre avenir. Nous sommes en train de collecter et de passer en revue le matériel dont nous disposons actuellement sur l'identité coopérative. Une partie est disponible sur le site Internet. ICA.coop. Nous allons poursuivre avec des webinaires éducatifs, des formes de discussion en ligne, des sessions de consultation virtuelles, des délibérations du groupe consultatif, des recommandations au board. Et enfin, nous aurons un débat et des décisions qui seront prises en 2023-2024 lors de l'Assemblée générale. L'idée, c'est d'impliquer le plus de personnes possible dans ces discussions sur l'identité coopérative. Je vais désormais me tourner vers Alexander Wilson, président du groupe consultatif sur l'identité coopérative. Elle va passer en revue cette étude et je me réjouis d'avoir des échanges avec vous aujourd'hui sur cette enquête. Continuons sur notre élan. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'échanger avec vous. Alexandra, vous avez la parole. Merci. Martin, who is the director of research on the staff of the je vais vous ICA. So if you move to the next slide, aperçu de l'enquête. All right, so the survey was conducted over a several-month period ending October 31st with the help of volunteers and different member organizations of the ICA. We were able to make the survey available in 11 different languages. And you can see here on this pie chart the distribution of responses across the different language groups. Vous pouvez voir la répartition de ces langues. In all, we had 2,290 complete responses to the survey. Personnes ont répondu à l'enquête. Ces personnes étaient issues de 136 pays différents. Vous avez la distribution, la répartition de ces réponses par continent, par région où l'ICA est présente. There were 3 different versions of the survey, each targeting a different group of respondents. There was a common part that everybody answered, and then there were separate questions for organizational respondents, individual cooperators, and experts in the field of cooperatives. So you can see what the distribution of participants was, 27%. Vous le voyez, 27% des répondants ont répondu au nom d'une organisation, 31% en tant qu'experts et 42% en tant que coopérateur individuelle. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Yeah, good. Okay. Et la parole est à let's see who responded to this survey. Collègue. Oui, intéressons-nous aux personnes qui ont répondu à cette enquête. Three different questionnaires. So
Donc, comme Alexandra vous l'a dit, nous avions 3 questionnaires différents. So, Tout d'abord, les personnes ayant répondu au nom d'une organisation, elles étaient au nombre de 622. Nous avons eu 141 membres directs de l'ACI, 317 membres de l'ACI. Donc la plupart des répondants, au final, viennent de l'ACI ou de membres de l'ACI. Qu'en est-il des types de coopératives? Comme vous pouvez le voir, plusieurs types de coopératives étaient représentés. Des coopératives dans le domaine de la production, des services financiers. Nous avons aussi eu pas mal de fédérations représentées. Next slide. Diapositive suivante. Qu'en est-il des individus, des coopérateurs individuels et des experts? Eh bien, ensemble, ils représentaient une bonne partie des réponses. On constate qu'il y avait plus d'hommes que de femmes, et principalement des personnes âgées, ou en tout cas le groupe le plus représenté était celui des personnes âgées, à savoir 605 réponses venant de personnes âgées de 51 à 64 ans. Je pense qu'on doit continuer à travailler pour inclure les nouvelles générations, les générations plus jeunes dans ces mouvements coopératifs. Je vous rends la parole, Alexandra. Merci beaucoup. Okay, so what did we find out? Alors, qu'avons-nous trouvé dans le cadre de cette enquête? Tout d'abord, on s'est intéressé au document de l'identité fondamentale. Nous avons constaté que la plupart des personnes étaient au courant de ces documents, mais pas tous. Certains connaissaient plus les 7 principes coopératifs que la déclaration sur l'identité coopérative dans son ensemble. Et peu de personnes étaient conscientes de la note d'orientation de l'ACI sur les principes coopératifs. Certains répondants étaient au courant de cette note d'orientation. Cette note d'orientation, eh bien, elle était jugée par ces personnes comme fournissant une interprétation utile de l'identité coopérative et des principes coopératifs. D'autres les trouvaient trop longues, trop détaillées, puis d'autres n'étaient pas d'accord avec certains aspects de cette note. Les avis étaient variés. Nous avons posé des questions sur la pertinence pour vos activités, la pertinence des principes sur vos activités. Comment, eh bien, ces principes vous aident à vous distinguer en tant que coopérative des autres entreprises commerciales. Dans tous les cas, tous les principes étaient considérés comme importants et les répondants jugeaient que le principe de contrôle des membres démocratiques des membres était considéré comme un des principes les plus importants. Les autres principes étaient également considérés comme pertinents et importants. Il y avait peu de divergences dans les réponses des répondants. Next slide. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Okay, now, looking at the relevance to the business or the importance of each of the principles. Quid de la pertinence pour les activités et de l'importance des principes. Eh bien, 3 points de vue ont été exprimés principalement. Beaucoup de personnes ont dit que les principes étaient un ensemble indivisible et que ces principes faisaient partie d'un cadre holistique, qu'ils ne pouvaient pas être séparés les uns des autres, qu'ils devaient être pris ensemble. Les participants divergeaient par contre à l'heure de dire si les principes devaient être mis à jour ou pas. Certains pensaient qu'ils ne devaient pas être modifiés, d'autres pensaient qu'ils devaient être mis à jour. C'était plus ou moins 50%, 50%. Now, most
La plupart des personnes ont convenu tout d'abord que la déclaration sur l'identité coopérative avait un impact sur leur coopérative et ensuite que la déclaration était pertinente à l'heure d'exprimer l'objectif et la nature distincte des coopératives et pour capturer la responsabilité des coopératives par rapport à la société dans son ensemble et par rapport aux futures générations. Fait intéressant, les experts avaient une compréhension plus idéalisée de la pertinence de la déclaration, mais avaient un avis plus critique sur cette réalisation de la déclaration. Autre fait intéressant, avec l'exception des experts, la plupart des répondants n'approuvaient pas fortement le fait que les déclarations des coopératives perdent du terrain par rapport aux autres acteurs. Donc, les gens n'étaient pas d'accord au moment de dire que les coopératives perdaient du terrain par rapport aux autres acteurs. Tous les types de répondants pensaient généralement que la déclaration n'avait pas été suffisamment promue, particulièrement au niveau des autorités gouvernementales. La plupart des répondants pensent non qu'il est possible de promouvoir cette déclaration, notamment au niveau des acteurs gouvernementaux. Cependant, il est nécessaire aussi de poursuivre le mouvement sur l'identité coopérative et de travailler à l'intérieur de nos mouvements. Nous avons également essayé d'analyser certains pays. Nous avons effectivement reçu pas mal de réponses dans certains pays. Dans 19 pays, pour être plus précis, nous avons reçu plus de 30 réponses, tout type de répondants compris. Et c'est intéressant de constater qu'il y avait des avis contrastés qui ont émergé, notamment sur la question de savoir si les coopératives perdaient du terrain par rapport aux autres acteurs. Nous avons constaté différentes tendances dans différents pays. Je vais y venir. Tout d'abord, nous avions des pays qui affirmaient que les coopératives ne perdaient pas de terrain par rapport aux autres entreprises. C'était le cas du Nigeria, des Philippines, de la Corée, de l'Argentine et de la Finlande. Les répondants de ces pays affirmaient que, au contraire, nous ne perdions pas du terrain par rapport aux autres. D'autres pays prenaient une position un peu plus intermédiaire. C'était le cas du Brésil, de l'Espagne, de l'Inde, du Kenya et de la France, et dans une certaine mesure de la Grèce et de la Colombie également. Certains pays, par contre, exprimaient des préoccupations et se disaient que justement, nous perdions du terrain par rapport aux autres acteurs. C'était le cas des États-Unis, du Canada, de l'Australie, du Royaume-Uni, du Mexique, de l'Italie et du Japon. Nous devons donc comprendre qu'il existe des différences culturelles, des conditions différentes au sein même du mouvement coopératif. Autre fait intéressant, certains pays, tels que la Corée, les États-Unis, l'Espagne et l'Australie, ont exprimé un accord concernant l'impact de la déclaration d'identité sur les coopératives. Ils estiment que cette déclaration a énormément de sens, de pertinence et va au-delà d'une simple déclaration. Après avoir analysé tous ces axes, nous avons également essayé d'analyser les commentaires qui ont été reçus. Nous en avons reçu pas mal. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous avons essayé de nous attarder sur certains points en particulier. Tout d'abord, quelques points sur la pertinence de la déclaration sur l'identité. Nous avons constaté que 3 points de vue étaient exprimés principalement. Tout d'abord, la déclaration de l'identité fonctionne bien dans l'idéal et en réalité.
pour exprimer le but et la nature du modèle coopératif pour s'adapter aux diversités des types de coopératives, pour faire la distinction entre les vraies et les fausses coopératives. Voilà ce qui avait été dit. Diapositive suivante. On dit que cette déclaration coopérative est une bonne idée. Maintenant, l'idée, c'est qu'il faut mieux promouvoir, disséminer et informer sur l'identité coopérative. On travaille également sur les aspects opérationnels, proposer des outils intéressants, donc comme des feuilles d'évaluation sur l'aspect social des coopératives, des mutuelles, la valeur des mutuelles, des listes de contrôle ou checklists, des outils de contrôle des autorités, etc. Alors, c'est une idée, mais ça peut aller en avant et permettre d'être efficace. Alors, cette déclaration n'est pas effective ou efficace en soi, mais ça pourrait ne pas fonctionner dans la pratique. Il est important de souligner qu'il y a différents avis qui sont pris en compte dans les commentaires. Maintenant, ce qui est important, surtout, c'est de savoir qu'il y a des différences d'avis, d'opinion. Ensuite. Merci. Alors, quel est l'impact de ces déclarations sur les coopératives, cette déclaration sur l'identité et sur les coopératives? Eh bien, alors dans l'enquête, on a demandé aux gens de marquer leur accord ou désaccord. Certains portaient sur l'avantage concurrentiel de l'identité coopérative, cet avantage que cela nous propose et les différents succès des coopératives. Il y a eu des déclarations aussi concernant la portée des coopératives, en tout cas le fonctionnement des coopératives, leur bon fonctionnement dans la mesure des connaissances des répondants. Et d'autres parlaient aussi de faire connaître les différences des coopératives. Donc, quand on remet ensemble toutes ces déclarations, eh bien, on peut parler de l'impact dans la déclaration pour l'identité des coopératives. Alors, différents avis ont été exprimés, sans surprise. Alors, bien sûr, là, beaucoup ont répondu que oui. D'autres ont dit oui, si ou à condition que ces principes soient appliqués adéquatement. D'autres ont dit oui, mais il faut faire quelque chose en plus. D'autres étaient un peu plus divisés. Ils ont dit oui d'une certaine manière, dans une certaine mesure, oui peut-être. Et d'autres ont simplement dit non. Non, notre identité coopérative ne nous donne pas un avantage concurrentiel ou ne promouvons pas suffisamment bien nos différences en tant que coopérative. Maintenant, les coopératives perdent-elles sur le terrain éthique par rapport à d'autres acteurs? Alors, nous parlons ici de notre responsabilité sociétale. Là encore, on fait preuve d'une question, on a une question pour laquelle les réponses sont très divisées. Certains répondants ont dit oui, nous perdons du terrain. D'autres disent que nous perdons du terrain dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Pour certains, ils disent non, ça va bien, ça se passe bien quand on applique pleinement nos valeurs et principes. Et pour certains, eh bien, nous ne perdons pas de terrain, mais il va falloir faire beaucoup plus en tant que coopérative. Alors, d'autres commentaires ont été soumis. Certains répondants ont dit que ce n'est pas un concours, une compétition, peu importe si l'on est en avant ou en arrière de peloton, nous devons juste être prêts à travailler avec tous les autres acteurs pour atteindre nos objectifs qui sont dans l'intérêt public, notamment pour répondre aux problèmes de la société aujourd'hui. D'autres répondants, eux, étaient assez préoccupés, disaient que voilà, on a un rôle
une place, mais ce n'est pas à nous de reprendre le rôle des autorités, gouvernements ou services sociaux. Ce n'est pas notre rôle. C'est ce que l'on a pu retirer de certaines réponses. Bien. En résumé, quelles sont les principales conclusions de cette enquête? Alors, je voudrais souligner le fait qu'on vient juste de commencer. Nous venons de commencer à travailler sur les résultats de cette enquête. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Ici, nous avons 4 positions principales concernant la déclaration sur l'identité. On a tenté de reprendre toutes les alternatives logiques possibles. Pour certains, eh bien, notre position actuelle est bonne. Pour d'autres, il faudra renforcer la contribution des coopératives pour répondre à tous les problèmes sociétaux et environnementaux. Pour certains, une approche plus équilibrée est nécessaire pour réaliser la mission originelle des coopératives. Et enfin, certains disent que, bon, ça fait, voilà, c'est fort comme déclaration, mais si vous le lisez peut-être à l'écran, certains disent que c'est hypocrite comme prise de position de la part des coopératives sur l'identité. Alors, notre déclaration d'identité coopérative est suffisante selon certains. Donc, il faudra toutefois travailler sur les principes qui doivent être traduits dans la pratique. Ces principes doivent être mieux connus et nous avons besoin d'outils pour aider à développer l'identité coopérative. Pour ceux qui pensent que la déclaration actuelle doit être mise à jour, eh bien, et qu'on doit se mettre à niveau dans un monde qui évolue, eh bien, pour eux, les principes ne sont pas proposés de manière adéquate ou conçus de manière adéquate face à la durabilité, au traitement des travailleurs, des questions de diversité, d'inclusion, genre, race, ethnicité, groupe d'âge, etc. Beaucoup pensent que cette déclaration doit être beaucoup plus spécifique. Il faudra plus de conseils pratiques. Il faudra bien travailler sur cette déclaration sur l'identité coopérative, qu'elle doit devenir plus universelle. On verra comment on y parviendra plus tard. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que beaucoup ont dit qu'il y a la question du langage de la déclaration sur l'identité coopérative qui pourrait être plus concis, plus abordable, plus facile à comprendre. Donc, pour celles et ceux qui demandent une approche plus équilibrée, pour être sûr de remplir la mission originelle des coopératives, bien, on entend ceci. D'abord, l'aspect économique et social, les dimensions sociales et économiques des coopératives, où l'on demande un meilleur équilibre. Et pour d'autres, certains membres des coopératives et de la communauté au sens large doivent être couverts également. Certains disent que les coopératives doivent ajouter de la justice économique, apporter de la justice économique, prendre des responsabilités face à d'autres problèmes sociétaux comme l'inclusion, etc. Certains, je le disais tout à l'heure, pensaient que cette déclaration est hypocrite. Alors eux avancent que nous ne respectons pas les valeurs et principes, nous les utilisons juste comme outils de marketing. Pour certains répondants, n'aiment pas la qualité normative de la déclaration. Pourquoi, disent-ils, essayer d'imposer certaines choses à d'autres? Qui peut juger de ce qu'est une véritable coopérative ou une fausse coopérative? Il a été dit également que les ODD sont irréalistes au niveau des Nations unies et les objectifs de développement durable. Certains disent que leurs membres, leurs travailleurs ne sont pas intéressés par l'identité coopérative. Et enfin, certains disent oui, on est fiers d'être des coopératives, mais ce n'est pas parce que nous avons une identité coopérative que nous avançons. Nous avons d'autres bonnes raisons d'être fiers de notre coopérative et pas nécessairement à cause de l'identité. Alors, de manière plus large, on peut identifier 4 dynamiques différentes.
un courant d'opinion dit que les coopératives ne sont plus un modèle d'entreprise en tant que tel. Le succès des entreprises ne doit pas être lié nécessairement au fait d'être une coopérative. Certains prétendent que les coopératives sont un mouvement spécifique reposant sur la participation économique des membres. Pour d'autres, les entreprises doivent être renforcées. L'aspect business doit être renforcé. L'identité coopérative peut limiter les coopératives dans la réalisation de leur activité commerciale. Et enfin, nous avons ici ceux qui pensent que le compromis actuel doit être conservé et que l'on doit plus encore promouvoir notre identité. C'est nécessaire. Alors, comment trouver un compromis ici? On pourrait prétendre que la déclaration actuelle sur l'identité coopérative est en soi un compromis entre ceux qui mettent l'accent sur le rôle social des coopératives et d'autres qui mettent l'accent sur le rôle économique des coopératives. Donc, j'espère qu'à partir de là, vous voyez qu'il existe beaucoup d'avis différents dans le chef des répondants. Bien, nous en arrivons à la fin de cette présentation sur les résultats de l'enquête. Je vous rappelle que vous avez la liberté, bien sûr, de poser des questions sur l'enquête et sur ses résultats. Nous allons organiser une séance de questions-réponses et nous ferons de notre mieux pour répondre à vos questions. Maintenant, nous allons donc passer à la discussion avec le panel. Je vais arrêter mon partage d'écran. Et je vais vous présenter nos invités. Nous avons 4 invités pour ce panel qui nous viennent d'un peu partout dans le monde. On a Urban Kroll, directeur exécutif d'une coopérative aux États-Unis, de Neighboring Food Co-op Association. Il travaille avec .coop et il travaille sur avec les coopératives d'éducation. Il est membre du groupe consultatif de l'ACI sur l'identité coopérative. Nous avons ensuite un autre invité qui est David Rogers. David, lui, était là pour nous aider sur les notes de 2015 sur les principes coopératifs. C'est un expert en notes, David Rogers. Nous avons ensuite Milena Morrison. Alors, il est 1h30 pour elle du matin. Elle est en Australie. Donc, nous vous remercions, Milena, déjà d'être disponible. Elle est CEO d'une association coopérative en Australie. Et notamment, elle travaille dans le secteur des mutuelles. Et ce secteur couvre 80% des Australiens. Et pour le Kenya, nous avons Esther Gicheru. Esther Gicheru, elle est vice-présidente et responsable des finances et de l'administration dans son université coopérative du Kenya. Elle a occupé différents postes à l'université depuis 1998. Avant cela, elle a travaillé au ministère pour l'aide au développement du Kenya. Bienvenue à vous 4. Moi, je serai votre modératrice. Et si vous le permettez, je commence par une première question. Une question sur cette question, justement, de la coopérative en tant qu'entreprise. On rebondit sur la définition de la coopérative. On a cette définition de la déclaration de l'identité, sur la déclaration sur l'identité coopérative. Certains déclarent que c'est une entreprise, un business, d'autres pas. Certains disent qu'on a perdu l'objectif social et certains disent que les coopératives maintenant sont devenues prisonnières de l'idéologie néolibérale, capitaliste. D'autres disent que les coopératives ont un objectif social et mentionnent donc des nuances dans la définition
le fait d'avoir la proximité. D'abord, la proximité avec les personnes. Les personnes, c'est le premier point, avant les entreprises. Donc, ceci eh bien, est important. Donc, on vient en premier le mot entreprise. Donc, en répondant à noter qu'une entreprise coopérative est une fondation habilitante qui garde des personnes en premier lieu au sommet. Alors, Esther, qu'en pensez-vous? Merci pour la question. Merci aussi pour la présentation qui est un bon résumé des travaux sur l'identité coopérative. Les coopératives sont-elles donc plus capitalistes aujourd'hui qu'avant? On les identifie parfois comme des entreprises, des business, comme on dit en anglais. Dans mon cas, je pense que les coopératives ont un rôle ou une fonction sociale et économique. Malheureusement, l'écran de l'intervenante est gelé. Voilà, oui. Bon, ce n'était pas le scénario escompté pour débuter ce panel. Nous allons nous tourner vers vous directement, alors David, si vous voulez bien. David Rogers, je pense que vous êtes probablement d'accord de toute façon avec Esther. Merci pour cette première question, donc. Alors, le débat est de savoir si les coopératives sont des entreprises ou pas. Je pense que ce n'est pas une bonne dichotomie. Il existe en fait deux aspects tout à fait complémentaires dans l'identité coopérative. D'abord, une coopérative est une association de personnes. Elle repose sur des personnes, j'insiste. Et dans la déclaration, on dit qu'elles sont unies volontairement pour atteindre leurs aspirations sociales, économiques, personnelles et autres. Cela définit la nature fondamentale même de la coopérative et de ses objectifs. Ensuite, dans la déclaration sur l'identité coopérative, on ajoute que la manière d'atteindre les objectifs, c'est grâce à un contrôle conjoint et démocratique de la coopérative. Donc, on a ici deux dimensions qui contribuent à la nature même de la coopérative, deux dimensions qui sont complémentaires. Une coopérative peut travailler à différents niveaux. Au Royaume-Uni, on a un groupe coopératif, qui est une grande coopérative dans le retail, dans l'alimentaire, mais on fabrique des cercueils, on fait plein de choses en fait. On est dans le secteur des voyages aussi. Et donc, effectivement, on peut avoir plus qu'une entreprise coopérative, et plus qu'une activité. Il est important que l'on se souvienne de la nature des coopératives qui remontent à leur création même. Si vous prenez la Rothschild Society, eh bien, on y parlait déjà d'objectifs qui consistaient à améliorer les conditions sociales et domestiques de leurs membres, de ses membres. Et là, on y faisait une liste qui était établie par les pionniers de cette association de personnes. Si vous prenez cette liste, ça s'applique à de nombreuses entreprises, à des magasins où l'on vend des biens, des entreprises de construction, un village coopératif autonome, une colonie, et pour certaines d'entre nous, un hôtel de passe qui a été vite abandonné par le mouvement coopératif, heureusement. Ça démontre en tout cas la dimension duale de la nature d'une coopérative. C'est une société coopérative qui a un objet social, économique très spécifique, mais qui respecte nos principes et valeurs. Merci, David. Alors, je vois que Esther a réussi à nous rejoindre. Je reviendrai à vous dans un instant.
Les coopératives partagent des caractéristiques avec les sociétés de toutes sortes, par exemple, succession perpétuelle, responsabilité limitée, pouvoir de posséder des biens et conclure des contrats, etc. Elles exercent leurs activités dans le même domaine que les sociétés anonymes appartenant à des investisseurs et elles partagent des valeurs avec de nombreuses organisations à but non lucratif. Solidarité, responsabilité sociale, attention portée aux autres, etc. L'objectif de la déclaration sur l'identité coopérative est d'identifier les caractéristiques durables qui distinguent les coopératives des autres formes d'entreprise. Dans quelle mesure la déclaration atteint-elle cet objectif, Arbin? Bien, merci beaucoup pour la question, Alexandra. Tout d'abord, je voulais dire que les échanges que nous avons actuellement sont vraiment essentiels et je tiens à remercier tous les organisateurs de cette réunion. Cela nous amène à réfléchir aux points les plus importants de notre mouvement. Que sommes-nous? Quelles sont nos valeurs? Quels sont nos principes? Tout cela nous amène à la dynamique, à l'ouverture de notre mouvement. Quand on lit la déclaration avec attention, je pense qu'elle répond bien à ce qui rend notre mouvement unique. Un de nos principes de base, c'est l'éducation et nous devons engager les activistes, nos membres, les autorités pour qu'elles sachent ce qu'est notre identité. Et ça, je pense qu'on pêche à cet égard. Beaucoup ne sont pas au courant Beaucoup sont au courant des valeurs et des principes, mais pas forcément de la note d'orientation qui essaye justement d'articuler la pertinence de nos valeurs, de nos principes par rapport aux défis actuels. C'est une discussion continue que nous devrions avoir. Et de ma propre expérience, je dois dire que ça a été une révélation pour moi. J'ai bien évidemment appris quels étaient les principes et les valeurs coopératives il y a longtemps. Et lorsque j'étais à l'université pour étudier l'identité coopérative, eh bien, j'en ai découvert encore plus par rapport à ce que je connaissais. J'ai vu ce qui se passait autour de nous, comment ces valeurs, ces principes pouvaient être mis en action. Et comme David l'a dit, on a cette tension au final entre les objectifs économiques et sociaux qui se poursuit. Quand on analyse la déclaration avec attention, quand on regarde les valeurs et principes partagés, je pense que ça nous sert véritablement à communiquer quelles sont nos différences. Et je pense que cela permet d'avoir une grande diversité de personnes issues de différentes nations, de différents secteurs. Et toutes ces personnes, elles ont une vision partagée de l'avenir et font partie d'un mouvement international. Donc, je pense que c'est vraiment crucial de poursuivre ce dialogue sur l'identité coopérative et continuer à réfléchir à la pertinence de notre identité coopérative par rapport aux défis actuels et à venir. Et puis, dans ce processus, nous aurons pour tâche de veiller à préserver la diversité de notre mouvement international afin de continuer à inspirer les personnes dans un moment critique de notre histoire. Et voilà ce que je dirais. Je dirais que voilà, on doit réfléchir à l'histoire de notre mouvement, voir comment il a évolué, comment il s'est adapté au changement. Je pense que c'est une belle façon pour nous de réfléchir à l'avenir. Effectivement, ce sont des temps critiques. Mélina, pensez-vous que la déclaration sur l'identité répond clairement aux préoccupations contemporaines telles que l'état de l'environnement, la nécessité de bonnes relations de travail, la diversité, l'équité, l'inclusion? Comment la déclaration se positionne-t-elle par rapport aux autres efforts visant à exprimer l'impact social des entreprises? Je pense notamment aux critères ESG, environnementaux, sociaux, gouvernementaux.
Sommes-nous en danger d'être dépassés, comme certains le pensent parmi les répondants? Merci pour cette question. Alors, je vais d'abord répondre à la première partie de la question, si vous me le permettez, avant d'en venir à la deuxième, à savoir, sommes-nous en danger d'être dépassés, de devenir obsolètes par rapport à d'autres messages ou d'autres acteurs? Alors, en écoutant Urban, je me suis rendu compte du pouvoir des mots. On parle de principes, de valeurs, et on considère un peu que ce sont comme des croyances. Mais en fait, les principes, c'est plus que des croyances, c'est pas quelque chose de vague. Ils ont un rôle d'orientation, ils définissent nos activités, ils sont repris dans nos documents constitutionnels, ils sont immuables dans ce sens, ils font partie de notre ADN. Ainsi, pour moi, ils sont remarquablement modernes. Ils sont remarquables de par leur modernité, car les caractéristiques fondamentales, elles ont été établies il y a déjà longtemps. Rappelons-nous la fondation de notre mouvement avec les pionniers. Nos principes, nos valeurs permettent de relever les défis actuels. Ils ont résisté au fil du temps et on peut l'affirmer. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils répondent à des tendances mondiales qui sont actuellement exprimées. Ils répondent par exemple aux questions ESG, environnementales, sociales et gouvernementales, que toutes les entreprises doivent aborder désormais. Et puis, le fait d'être un membre de son propre gré, le fait d'être dans une démocratie, ces principes démocratiques, ils sont là depuis des siècles. On a aussi le soin aux sociétés et aux communautés qui nous entourent. Tout cela a été exprimé. On a des valeurs partagées. On a ces questions de licence sociale, les objectifs de développement durable qui sont désormais eh bien, soulevés. Tout cela, au final, va de pair avec nos principes et valeurs. On a des objectifs humanistiques qui sont de plus en plus intégrés dans les entreprises, mais au final, chez nous, c'était le cas depuis le départ. Ces critères ESG, on les avait déjà avant. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ces principes eh bien, soient vus, entendus, communiqués grâce à une communication adaptée. Et je dois dire que une de nos faiblesses, c'est d'expliquer comment nos principes sont adaptés aux défis actuels. Si nous parvenons à mettre de côté les principes et valeurs, et plusieurs commentaires allaient dans ce sens, on pourrait travailler sur les idées fondamentales qui sont derrière ces principes, tels que l'implication des membres. Et ainsi, nous aurons la possibilité de préserver un avantage concurrentiel dans un monde dans lequel on peut faire en sorte que notre modèle se distingue par rapport à ses impacts. Merci, Mélina. C'est intéressant. On avait cette question dans l'enquête sur est-ce qu'on perd du terrain par rapport aux autres acteurs ou pas. Alors aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, au Japon, on avait voilà, un bloc de pays un peu anglo-saxon, entre guillemets, où on avait l'impression de perdre du terrain. Ça m'a étonné quand on regarde la base des coopératives. En fait, les coopératives, elles ont vu le jour avec les caractéristiques, leurs caractéristiques fondamentales dans certains de ces pays. Et on avait cette différenciation par rapport aux autres entreprises traditionnelles. Aujourd'hui,
On s'inquiète d'être avalé par cet autre secteur. On a peur de reprendre les caractéristiques de ces entreprises alors que la situation était bien différente auparavant. Mais Esther, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est une préoccupation dans un pays en développement? Est-ce que les coopératives dans votre région du monde ont le sentiment d'être à risque de perdre leur présence sociale par rapport aux autres acteurs? Merci pour cette question. Désolé, j'ai quelques problèmes de connexion, comme vous vous en êtes rendu compte, mais j'espère que cette fois-ci, ça va tenir. Alors, comme je le disais, les coopératives ont à la fois des objectifs économiques et sociaux. C'est la raison pour laquelle nous devons réfléchir à la façon de trouver un équilibre entre ces deux types d'objectifs. Si les coopératives sont considérées uniquement comme des entités sociales, alors on risque de perdre des membres. Pourquoi? Eh bien parce que les membres ne s'identifieront pas uniquement avec des entités sociales. Pour eux, il faut aussi un aspect économique dont ils peuvent bénéficier. Voilà pourquoi il est essentiel de trouver un équilibre entre ces deux objectifs. Dans mon pays, par exemple, je constate que on a plus de soutien lorsque l'on préserve ces deux types d'objectifs. On a travaillé sur la déclaration sur l'identité coopérative. On s'est intéressé aux valeurs, aux principes. Lorsque nous avons présenté les entités commerciales, les aspects commerciaux, économiques, les gens étaient intéressés. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils se disent qu'ils peuvent gagner leur vie. Alors, c'est bien d'être orienté sur l'humain, bien évidemment, mais les membres, ils ont besoin, entre guillemets, d'excédents dans les coopératives afin de pouvoir soutenir leurs activités, de pouvoir vivre. Donc, du point de vue pratique, il est important pour les membres d'avoir ces deux aspects. C'est bien d'avoir des gens heureux, de pouvoir aider les gens au travers des coopératives. Les gens se retrouvent dans les coopératives, mais ils ont besoin de ces aspects économiques. Donc, pour moi, on doit mettre l'accent sur l'aspect entrepreneurial, si je puis dire, des coopératives. Effectivement, sans cet aspect, nous serons simplement une organisation non lucrative. Voilà, dans mon pays, je dirais que quand on intègre ces aspects économiques, ça fonctionne mieux. Donc, on doit garder à l'esprit cette orientation entrepreneuriale, commerciale. Par contre, on a aussi, eh bien, à l'inverse, des entreprises coopératives qui ne s'intéressent plus qu'à l'argent. Ces coopératives, elles ont pris le mauvais chemin, si je puis dire, et elles ne cherchent que le gain, comme certaines entreprises. Non, il ne faut pas prendre ce chemin non plus, il faut trouver un équilibre qui eh bien, reprend les objectifs à la fois sociaux et économiques afin que les coopératives puissent travailler en faveur de leurs membres et de leur communauté. Malheureusement, nous sommes en train de perdre l'oratrice.
opening everywhere across the country, and they have no relationship with some of the communities where they open. De même, certaines coopératives, notamment dans le secteur bancaire, parfois perdent de leur sens. Elles commencent à ouvrir des filiales un peu partout et ne s'intéressent plus à leur communauté et à l'aspect humain. Il faut donc trouver un équilibre entre ces différents aspects, garder les aspects sociaux, bien évidemment, mais aussi mettre en avant les aspects économiques de notre business model. Merci beaucoup, Esther. Donc, au final, tout est une question d'équilibre entre les objectifs économiques et sociaux des coopératives. Et vous l'avez très bien illustré, vous avez mentionné les risques associés au fait de se concentrer uniquement sur les aspects économiques au détriment des aspects sociaux. J'aimerais peut-être poursuivre avec un point qui a été soulevé dans le cadre de l'étude par certains répondants. Effectivement, certains se demandaient si la déclaration d'identité reflétait pleinement la responsabilité des coopératives envers les générations futures. Les avis des répondants étaient partagés. Certains estimaient que le concept d'intendance, stewardship en anglais, était implicite dans la déclaration et d'autres soutenaient qu'il était absent de la déclaration ou qu'il devait être explicité, car il était uniquement implicite. Je me tourne peut-être vers vous, David, pour répondre à cette question. Yes, I was very interested to see that the results of the survey respondents actually said. Oui, c'est intéressant de voir que les répondants considéraient que la déclaration capturait une responsabilité des coopératives par rapport aux générations à venir. Je dirais que pour moi, c'est plus implicite qu'explicite dans les 7 principes. C'est surtout repris dans le principe 7 de développement durable, si je puis dire. Dans le cadre de ce concept, en fait, on doit se réfléchir à d'où vient ce concept. Il vient du sommet qui a eu lieu à Rio. Et depuis 1997, ce concept de développement durable qui inclut des préoccupations par rapport aux questions sociales, aux questions environnementales, à la protection des actifs pour les générations à venir, tout cela est encapsulé dans ce concept de développement durable de façon implicite. Et cela nous amenait aussi aux objectifs de développement durable qui ne mettent pas uniquement l'accès sur les générations à venir, mais sur la préservation du monde pour nos enfants, petits-enfants et autres. Donc, tout cela, c'est présent. C'est intégré dans ce concept de développement durable et c'est dans ce sens, pas explicite, mais bien implicite. Si on devait réécrire la déclaration sur l'identité aujourd'hui, on le ferait de façon explicite, sans aucun doute. Mais nous devons reconnaître qu'il y a des difficultés inhérentes. Pourquoi? Parce que les principes, ils sont intégrés dans le droit international, tout comme les objectifs de développement durable. Il s'agit d'un concept qui est repris dans le droit international et cela inclut clairement les futures générations et la protection de l'environnement. Mais quand on regarde la déclaration de l'identité coopérative et les valeurs et principes, on constate que cela est également ancré dans le droit international. C'est dans la Déclaration des Nations Unies sur le droit des coopératives. C'est repris également dans la recommandation 193 de l'OIT. C'est repris également dans la législation de différents pays. Donc, il est difficile de bricoler, si je puis dire, avec cette déclaration, les principes et les valeurs. Et ce qui est très important, on l'a dit, c'est aussi le principe 5, l'éducation, la formation. Et les notes d'orientation aussi sont importantes, elles sont très claires en la matière.
Et il est nécessaire de former, de sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent ces concepts. Et le concept de développement durable, c'est un concept global qui inclut la protection des générations à venir. Plus que de se concentrer sur le côté explicite ou implicite, il faut se concentrer là-dessus. Merci. Alors, je vais peut-être poser ma propre question, ou question que je pourrais poser aussi peut-être au public. Donc, on remarque en fait un point très intéressant. Tous les types de répondants, je dirais chaque groupe de répondants a parlé du contrôle démocratique par les membres en faisant un des principes. C'est le plus important qui distingue, en fait, selon eux, les coopératives des autres formes d'entreprise. Pour eux, c'est le premier principe, de par son importance. Maintenant, on doit s'adapter à différentes juridictions. Il y a parfois, eh bien, d'autres situations où l'on piétine le rôle des membres des coopératives. On a des réglementations gouvernementales dans le secteur des banques, par exemple, où on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, quand on donne un contrôle partiel à un gouvernement, à un investisseur externe, à d'autres parties, on affaiblit le contrôle par les membres et on s'éloigne de l'objectif même des coopératives dans ce cas-là. Si je prends un exemple actuel, dans le cadre de la loi aux États-Unis sur les coopératives qui permettent de traiter avec des investisseurs et pas des usagers, qui leur permet de mettre la main sur du capital, par exemple. Est-ce que vous auriez une réaction sur ce phénomène des coopératives aux États-Unis et leur application pour l'identité coopérative? Alexandra, merci. Je pense que c'est lié au succès historique et à l'impact des coopératives qu'on voit ce genre d'initiative aux États-Unis qui tentent d'utiliser les coopératives et ce type d'organisation à des fins qui ne reflètent pas pleinement les valeurs et principes des coopératives. Et l'ironie dans tout ça, c'est que ce faisant, cela affaiblit ce qui rend effectivement les coopératives efficaces. La raison pour laquelle notre mouvement a demandé des lois, des déclarations disant que les sociétés qui ne sont pas créées en tant que coopératives, faire en sorte qu'elles ne puissent pas se promouvoir en tant que coopératives, ce ne sont pas de vraies coopératives. Donc, nous avons des personnes qui pensent que l'identité n'est pas suffisamment promue, notamment auprès des acteurs gouvernementaux. C'est une question de formation, d'éducation. En fait, depuis la création du mouvement, lorsque nous avons pu demander une reconnaissance légale dès le 19e siècle, il y avait déjà certaines reconnaissances. On a toujours fait face à ce défi, le défi de faire en sorte que les lois respectent les principes coopératifs, parce que l'absence de travail de plaidoyer par les mouvements nous pousse à constater que ces principes sont repris par d'autres mouvements, ou parfois certaines suppositions laissent à penser d'autres choses de manière erronée l'idée de la coopérative. Donc, une coopérative dont le nom pourrait être utilisé par l'État ou d'autres intérêts. Quand on parle ici d'investisseurs, cela mène à des investissements dans les coopératives, à des lois sur l'interférence avec les intérêts de l'État, notamment quand on voit des membres volontaires de la version de 96, ou bien le lien avec des organisations externes comme des ONG ou des organisations sans but lucratif pour en faire des participants de les coopératives. C'est une question qui est souvent remise sur la table. Et depuis sa création, la CI a travaillé pour que ces principes soient reconnus par les gouvernements grâce à des efforts auprès des Nations unies, grâce à des efforts auprès de l'OIT et d'autres acteurs. Le vrai défi rencontré par les coopératives au niveau des États ou international, c'est qu'on fait face à des États qui ne connaissent pas bien les coopératives, où il n'y a pas de contribution au niveau de la CI ou des associations nationales. Et pour faire comprendre la véritable définition de la coopérative. Et peut-être que finalement, c'est le premier défi à relever au niveau de l'identité coopérative, parce que nous avons le potentiel de changer fondamentalement ce qu'est être une coopérative
et ensuite influencer la perception du grand public à l'égard des coopératives et de leur fonctionnement et des principes et valeurs que ces coopératives suivent. Donc, les associations limitées de coopératives ne sont qu'un exemple, mais c'est un exemple qui vaut la peine d'être mentionné. Ces coopératives permettent de rencontrer les besoins de certaines personnes, de lever des fonds dans le chef de certains usagers, mais ce n'est qu'un exemple. Le véritable défi pour le mouvement, c'est de savoir comment nous pouvons travailler ensemble pour mieux appliquer les principes dans les lois et les règlements qui gouvernent les coopératives. Et ce dialogue est très important au niveau de la CI. Vous avez un comité sur le droit des coopératives, c'est très important. Et on retrouve ici pas mal d'exemples avec le principe 6 notamment, où l'on dit que les coopératives travaillent ensemble via des fédérations et des associations pour protéger un intérêt partagé et promouvoir l'identité juridique des coopératives pour l'avenir. En fait, toutes ces valeurs et principes que nous débattons, discutons, sont pertinents par rapport à nos besoins actuels et en fait, ils sont mis en œuvre au niveau juridique dans nos États. Merci. Alors, on va passer à la suite. Nous avons des questions dans le public. Alors, on a reçu beaucoup de questions qui couvrent un terrain très vaste. Donc, je vais peut-être prendre quelques questions. La première, c'est pour vous, MSIC. Alors, un de nos participants demande si on peut analyser les résultats de l'enquête par région ou secteur. Je sais que vous avez déjà fait une analyse statistique. Vous avez fait une analyse statistique pour tenter de dégager des tendances ou des liens en fonction des types de répondants ou en fonction des différents avis qui ont été exprimés dans les réponses. Pourriez-vous nous en dire plus? Existe-t-il des différences par pays? Y a-t-il d'autres éléments qui sont des différences marquantes? Avez-vous pu explorer, approfondir ces paramètres? Peut-être pourrez-vous encore le faire a posteriori, mais avez-vous travaillé sur les aspects démographiques caractérisant les répondants et pour déterminer si ces caractéristiques démographiques ont un avis ou un impact sur leurs avis? Merci pour la question. C'est vrai qu'il y a pas mal de questions portant sur ce point. Alors, est-ce qu'on a pu en apprendre plus grâce à cette enquête? L'enquête a été conçue pour atteindre des objectifs spécifiques. On peut toujours tirer des conclusions connexes, mais elles ne sont pas sûres. Ce sont des aspects secondaires, complémentaires que l'on retire, mais qui n'étaient pas les objectifs originels pour lesquels l'enquête a été conçue. Maintenant, pour répondre à votre question, il est quand même très utile d'avoir ces informations pour contribuer à nos discussions à venir. Maintenant, on ne peut pas malheureusement répondre à toutes ces questions. Pour ce qui est donc la répartition géographique, les pays, les régions, etc., on a déjà analysé certaines choses, les relations notamment avec ces régions. Nous avons constaté certains points intéressants. Mais on ne peut pas vraiment retirer des conclusions intéressantes, plutôt quelques conclusions sociologiques. Par exemple, les répondants masculins ou les répondants plus âgés ou ceux qui ont plus d'expérience dans les mouvements coopératifs ont tendance à être plus forts dans leur prise de position. Je ne pense pas que cela crée une véritable différence dans les thématiques que l'on puisse en retirer, mais peut-être que c'est le ressenti qui est différent. C'est une variable en tout cas. On peut aussi essayer de retirer des points intéressants de tout cela en fonction des pays. Chaque pays peut avoir sa compréhension d'une question ou certains secteurs aussi. Alors, on va inclure ces conclusions, ces informations dans notre rapport final, même si ce n'était pas l'objectif originel de l'enquête. Ce sont des points certes intéressants, mais qu'on ne pourra pas soutenir grâce à des arguments solides. Merci.
D'autres questions portent sur le rôle des travailleurs, des salariés. On nous demande si cette déclaration sur l'identité permet de garantir un travail décent et un traitement décent des travailleurs et des travailleuses. Alors, Mélina, avez-vous réfléchi à cette question? Oui, bien là, on en revient à la manière dont nous vivons selon nos valeurs et principes, à la manière dont nous voyons comment les entreprises modernes s'adaptent. Nous devons travailler avec des acteurs qui doivent bénéficier et contribuer de manière équitable aux résultats durables des entreprises et donc à la société. Et ça, c'est critique, c'est essentiel. Dans une coopérative de travailleurs, c'est là qu'on revoit la meilleure gestion, c'est les coopératives de travailleurs. Et c'est là que les travailleurs peuvent au mieux exercer leur droit à s'auto-organiser. Et donc, effectivement, c'est une structure qui vous donne du poids. Alors, si les travailleurs ne sont pas membres de la coopérative, alors il existe d'autres principes comme les avantages sociaux ou l'impact social de l'entreprise. Et c'est ça qui devrait alors ressortir clairement pour avoir un impact ensuite pour les travailleurs. En tout cas, il y a des avantages compétitifs ou coopératifs démontrant que nous sommes le type d'entreprise où la participation est la plus élevée. Parce que c'est ça que les gens veulent voir dans les entreprises, une sorte d'éthique, des entreprises éthiques. Et là, nous avons une opportunité à saisir pour communiquer et dire que nous tentons d'y arriver. Alors, nous sommes aussi le seul modèle d'entreprise qui joue un rôle au niveau de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, tel qu'il a été défini en tant que secteur de l'OIT. Maintenant, si vous y réfléchissez, je pense à ce que David disait, l'importance de lire les notes d'orientation qui sont très importantes et excellentes. Il faut aussi lire les recommandations, notamment la 193 de l'OIT, recommandation 193 de l'OIT, parce qu'on y retrouve ce que l'on doit faire au niveau législatif et réglementaire, ce que l'on doit faire pour être sûr que les coopératives soient traitées avec équité. Merci. Oui, juste un ajout, si vous le permettez. Beaucoup de personnes parlent de la question environnementale, aussi, en disant que maintenant, c'est la principale responsabilité qui doit être reprise. Mais en fait, ensuite, on parlait justement de ce que vous venez de dire, madame, le rôle des travailleurs de les coopératives, leur place là-bas. D'un point de vue historique, le mouvement coopératif a toujours eu ce genre de discussion depuis la création du mouvement. Et un des premiers débats portait justement sur le rôle des coopératives de travailleurs. C'est un débat qui a été remis sur la table plusieurs fois au cours du temps, au fil du temps. Et effectivement, nous devrons encore approfondir cette question. Merci. Alors maintenant, nous avons quelques questions qui portent sur, entre guillemets, les fausses coopératives. Je vais les décrire comme des coopératives qui ont été créées à d'autres fins. D'autres fins, voilà, je ne dirais rien d'autre, mais dont l'objectif coopératif n'est pas l'objectif de ces sociétés, si vous me suivez. Alors, dans l'enquête, il y a différents avis sur ce sujet. Certains ont dit que s'il y a une législation pour les coopératives et si on peut utiliser cette législation pour créer une entreprise et la qualifier de coopérative, dans ce cas-là, oui, vous êtes une coopérative. C'est comme ça. On ne devrait pas juger
ces entreprises a posteriori pour voir les bonnes et les mauvaises coopératives. Aussi, d'autres personnes disent qu'il faudrait des normes internationales spécifiques, que l'on puisse quantifier les coopératives, voir si elles sont véritables ou pas, vraiment, pleinement coopératives ou pas. Un des participants nous a parlé d'éoliennes coopératives en Belgique. Je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe avec les éoliennes en Belgique. C'est très spécifique, mais moi, je voulais justement demander aux membres du panel ici ce qu'ils pensent de ce débat sur les vraies et les fausses coopératives. Urban, je vous donne la parole. Merci, Alexandra. Merci. C'est une question compliquée, vous savez. Je ne pense pas qu'on pose peut-être la bonne question. On ne pose pas la bonne question, selon moi. Quand on met en place une loi pour décrire certaines entités, mais qui ne respectent pas les principes qui, eux, sont ceux des coopératives, qu'est-ce qui prévaut? Est-ce que c'est le droit, la loi, qui ne respecte pas les principes coopératifs, mais la loi, c'est la loi, parce qu'on y retrouve le terme coopératif, ou est-ce que ce sont les principes coopératifs qui doivent prévaloir? Si on veut vraiment être un mouvement centré sur les personnes et un mouvement qui a des valeurs, nous devons faire valoir les principes avant tout et faire en sorte que les autorités aillent dans ce sens. Nous devons les aider à comprendre pourquoi c'est important pour nous. Alors, pour les coopératives, ces principes sont très importants et je dirais que dans différentes juridictions, les coopératives ont certains avantages dus au fait qu'elles sont des coopératives, justement. Donc, les gens ont pris l'habitude de travailler avec des coopératives parce qu'ils ont certains avantages, des dégrèvements fiscaux, d'autres types d'avantages ou d'aides liés au fait qu'ils sont membres d'une coopérative ou qu'ils sont des coopératives qui ne sont pas là pour maximiser le profit. Alors, que se passe-t-il si un gouvernement crée ce statut ou un statut qui va affaiblir cette situation et permettre à une entité qui, elle, est là pour le profit de s'appeler coopérative? Est-il possible que le reste du mouvement qui bénéficiait de certains avantages les perde? Moi, je dirais oui, il y a un risque. Il y a un risque pour l'entièreté du mouvement, un risque d'affaiblir sa capacité à aider des personnes en respectant les valeurs humaines. Et si on ne prend pas cela au sérieux, eh bien, il nous incombera de chercher une alternative. Et peut-être même que finalement, si on ne fait pas attention, on deviendra plus pertinent, nous ne serons plus utiles parce que nous ne pourrons plus faire la différence. Donc, on doit prendre tout cela au sérieux et voir l'identité, comment elle est reflétée dans les statuts, comment tout cela fonctionne. Alors, je pense que David s'y connaît en éolienne en Belgique, paraît-il. We had a renewable energy cooperative seek to register. Alors, on a une coopérative dans le secteur énergétique qui a proposé d'inscrire un parc éolien sur l'île de White et au final, on a découvert que c'était une fausse coopérative. Malheureusement, pour revenir un peu à ce que Mélina disait, concernant la recommandation 193 de l'OIT, en fait, elle demande aux gouvernements nationaux d'intégrer la déclaration sur l'identité coopérative et les 7 valeurs et principes de l'ACI dans leur législation. Ce n'est pas encore le cas. Et au final, certains disent que quand on a un retour sur investissement, on est une fausse coopérative. Mais au final,
Comment faire sans un retour sur investissement quand on lance une entreprise énergétique? Et donc, j'ai dû répondre et expliquer. Et en fait, dans la note d'orientation, c'est indiqué, il faut au moins pouvoir relever les fonds nécessaires pour lancer de telles opérations. Il faut que tout le monde suive les principes et valeurs coopératives et il est clairement indiqué que les investissements sont effectués pour parvenir à atteindre des objectifs environnementaux qui sont la lutte contre les changements climatiques. Et ça a été accepté par le régulateur parce qu'au départ, eh bien, il nous disait que ce n'était pas une vraie coopérative, mais ça aurait été plus simple si tout cela était ancré dans la loi. Alors, j'ai une question pour notre panel. Je vais peut-être poser la question à Esther. On arrive bientôt à la fin de notre événement. Alors, est-ce que les coopératives peuvent effectuer des transformations sociales efficacement dans un environnement capitaliste? Qu'en pensez-vous, Esther? Alors, on ne voit plus votre caméra. Je suppose que vous êtes toujours là. Là, on vous voit, mais on ne vous entend pas encore. Malheureusement, vous êtes toujours en sourdine. On ne vous entend pas, Esther. Go ahead. Yes. So the question is whether cooperatives can succeed. Oui, donc la question est de savoir si les coopératives peuvent s'en sortir et parvenir à une transformation sociale dans un monde capitaliste, dans un environnement capitaliste. Oui, exactement. Alors, je dirais, que l'identité coopérative, c'est véritablement ce qui nous unit en tant que coopérative. Nous sommes unis et nous travaillons pour notre bien commun. Des millions de personnes sont membres de coopératives, travaillent dans le cadre de ces valeurs et principes et ont leur propre avenir entre les mains. Ces personnes peuvent déterminer quels sont leurs besoins et quels seront leurs besoins à l'avenir. L'idée des coopératives, c'est de pouvoir aider ces personnes tout au long du trajet et de parvenir à cette transformation sociale. Si on regarde les 7 principes coopératifs, on constatera que nous avons plusieurs valeurs qui sont reprises, notamment l'aide à autrui. Et c'est un point important. Pourquoi? Parce que quand les gens travaillent ensemble, regroupent leurs ressources, il est plus simple d'agir et de parvenir à cette transformation sociale. On a également les valeurs d'ouverture, d'honnêteté, de responsabilité sociale. On a le principe 7 également, avec ces aspects communautaires. Quand on regarde toutes ces valeurs et la façon dont elles sont reprises dans ces 7 principes, on se rend compte que ces valeurs permettent de mettre en valeur les droits humains et de les appliquer en faveur de cette transformation sociale. Parfois, le problème, c'est qu'on n'applique pas les principes de façon adéquate. Si on les applique de la façon dont ils doivent être appliqués, si on regarde le principe 1, le principe 7 et tous les autres, on se rend compte qu'on
on peut parvenir à une transformation sociale. Le principal problème que nous avons rencontré, c'est un manque de compréhension de ces principes. Voilà pourquoi je disais que l'éducation, la formation, eh bien, doivent être renforcées. Ces principes, ils existent et doivent être connus, mais surtout compris. Si on les applique de la façon dont ils doivent être appliqués, eh bien, ils permettront une transformation sociale dans notre société. Voilà ce que je dirais. Et puis, vous avez parlé des orientations. Certains ont dit que ces orientations, elles étaient trop longues, parfois trop compliquées. C'est un autre domaine sur lequel on peut travailler. Si les orientations d'application des principes étaient plus claires, plus simplifiées, moins longues, peut-être que les gens s'y intéresseraient plus et appliqueraient mieux les principes. Parce qu'effectivement, les notes d'orientation, elles sont relativement longues. Si on utilisait des termes simples, je pense que ce serait plus efficace. Et cela nous permettrait de mieux appliquer ces principes et de favoriser cette transformation. Merci beaucoup. Désolé, je dois un peu vous interrompre parce qu'il ne nous reste que quelques minutes dans ce webinaire, mais je pense que c'est une belle façon justement de clôturer notre session, puisque cette session sur la nécessité de mieux nous comprendre, de veiller à ce que les membres des coopératives comprennent ces principes, eh bien, ces messages sont très bien passés dans l'étude. Alors peut-être prenons quelques moments pour réfléchir à ce qui nous attend dans le cadre de ces consultations sur l'identité coopérative. Qu'est-ce qui va nous attendre? On a une dernière diapositive là-dessus. La voici. Alors, ce que nous avons ici, c'est une sorte de calendrier. Comme vous pouvez le voir, nous avons lancé le processus en 2021 avec le 33e congrès mondial des coopératives de l'ACI qui s'est concentré sur l'identité coopérative. Ensuite, nous avons mené une enquête pendant plusieurs mois en 2022. Nous vous en avons donné un bref aperçu aujourd'hui. Il va y avoir des articles qui vont être publiés là-dessus, vous aurez accès aux résultats. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, nous allons dévoiler une plateforme de discussion en ligne que nous avons mis en place avec un de nos bénévoles, si je puis dire. Cette plateforme permettra aux gens d'avoir des échanges en ligne. Et en parallèle, début 2023, nous allons lancer des consultations virtuelles au niveau national ou régional, ou même local, sectoriel également. Donc ça, c'est ce qui nous attend pour le premier semestre 2023. Et ça va se poursuivre tout au long de l'année. Ensuite, le groupe consultatif va essayer de digérer toutes les contributions reçues lors de ces consultations et voir si la déclaration sur l'identité coopérative est toujours adaptée. Il y aura eh bien, un retour effectué aux membres du board. Les membres décideront d'un éventuel changement et une décision finale sera soumise à l'Assemblée générale de l'ACI. Donc voilà ce qui nous attend à l'avenir. Je vois qu'il est 16h30 heure de Bruxelles, c'est-à-dire que nous en arrivons à la fin de notre webinaire. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous souhaite une excellente journée ou soirée.